Donc Philippe-Henri Dutheil, je suis associé au cabinet EY, ex-Ernst & Young, et je dirige au niveau national l'ensemble des équipes qui interviennent sur le monde des organismes sans but lucratif, c'est-à-dire le monde des fondations, des associations, des fonds de dotation et de manière plus générale tout ce qui est économie sociale et solidaire. Alors, je vais être totalement franc avec vous, ce n'est pas une loi révolutionnaire pour nous, même si c'est une loi cadre économie sociale et solidaire, et en tant que membre du Haut Conseil à la vie associative, c'est une loi sur laquelle nous avons énormément travaillé, les experts qui siégeons au sein du Haut Conseil. Nous avons poussé, nous les techniciens du droit, les professionnels, mais aussi les membres du Haut Conseil, pour qu'on ait un certain nombre de dispositifs améliorés, trois principaux, enfin une sécurité juridique pour les fusions d'associations et de fondations. Le cadre juridique n'était pas posé, n'était pas sécurisé depuis des années. Nous avions demandé depuis des années qu'on sécurise ce cadre, c'est désormais chose faite. Vous avez un dispositif après qui vient assurer la fluidité entre les structures et notamment permettre de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et là aussi beaucoup plus sécurisée la transformation des associations en fondations. Et dernier point qu'a apporté la loi ESS, c'est une clarification de l'encadrement des fonds de dotation. La différence fondamentale entre une association et une fondation, et c'est l'ADN notamment des fondations, la fondation, vous allez de manière irrévocable affecter une partie de votre patrimoine à la fondation. C'est vraiment la différence principale entre une association et une fondation. Pour créer une fondation, il faut amener au patrimoine de la fondation, ce qu'on appelle la dotation, un certain montant, aujourd'hui fixé à 1,5 million d'euros, et ce montant est irrévocablement donné à la fondation. Dans une association, vous n'avez pas l'équivalent. Vous n'avez pas besoin de dotation, vous n'avez pas besoin de capital de départ, je mets ça entre guillemets, puisque une dotation, ce n'est pas véritablement un capital comme dans les sociétés commerciales, mais ça y ressemble. Donc la fondation a comme finalité de se mettre dans la durée, de se mettre dans une certaine pérennité, ce que n'est pas forcément l'association. Alors nous avons EY sorti avec notre partenaire l'IMS, qui est cette structure qui fédère l'initiative du mécénat en France. Nous avons sorti le premier panorama des fonds de dotation et fonds et fondations créés par les entreprises. Alors quelques chiffres clés intéressants à donner. Aujourd'hui, vous avez les trois domaines qui ressortent très supérieurement aux autres dans les cadres des créations des fonds de dotation et des fondations créées par des entreprises. Premier domaine privilégié par ces entreprises qui créent ces structures, c'est l'action sociale. Deuxième domaine, l'insertion professionnelle. Et le troisième, l'éducation, alors qu'on aurait pu s'attendre peut-être au domaine sportif ou au domaine culturel. Non, c'est bien trois autres domaines qui sont privilégiés. Deuxième indication extrêmement intéressante, un quart de ces fonds de dotation ou de ces fondations toujours créées à l'initiative des entreprises sont rattachés à la direction de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises. C'est un chiffre extrêmement intéressant parce que c'est un chiffre assez nouveau. Jusqu'à présent, les fonds de dotation ou les fondations d'entreprise étaient, quand elles étaient rattachées, plutôt à la direction générale, à la présidence ou aux ressources humaines. Et on s'aperçoit que petit à petit, le monde est en train d'évoluer et on a une prise de conscience des entreprises qui intègrent leur politique mécénat quand elles les structurent par le biais d'un outil juridique dédié comme peut l'être la fondation d'entreprise ou le fonds de dotation, c'est intégré à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Alors pas tant comme une espèce d'outil esthétique qui va venir compléter une palette de gamme, mais comme véritablement un outil autonome de l'entreprise, détaché de l'entreprise, puisque c'est une personne morale qui a ses propres moyens et dont on va voir en effet qu'elle vit sa propre vie. Alors cet élément doit être tout de suite modéré et amodié par un autre chiffre très intéressant, c'est finalement elles ont quoi comme moyen. Nous avions interrogé ces structures il y a quelques années, elles avaient en ETP, en équivalent temps plein, moyen humain, 1,8 salariés ETP. C'est très faible. 4 ans après, elles ont 2,3 ETP. Alors, on peut se dire, vu de l'extérieur, ça reste faible. 2,3 équivalents temps plein pour des structures qui sont sur l'intérêt général, c'est peu. En même temps, la progression est quand même énorme. On est passé de 1,8 à 2,3, donc quasiment un demi-temps supplémentaire. Et ça, c'est très important.
On peut s'interroger sur la raison qui fait qu'à un moment donné, une entreprise décide, alors qu'elle est mécène, qu'elle est philanthrope, qu'elle a l'habitude de mécéner de grandes opérations, qu'elles soient caritatives, humanitaires, sportives, culturelles, actions sociales, éducatives, comme on l'a vu. On peut se dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette structure commerciale va passer le cap et va structurer de manière un peu différente sa politique. C'est souvent une prise de conscience, une certaine maturité dans la politique, justement, de l'entreprise qui se considère comme un acteur de l'intérêt général au-delà de son activité entrepreneuriale. Et à ce moment-là, elle cherche à structurer, alors, soit en rassemblant sous la bannière de son fonds de dotation, de sa fondation, toutes ces activités de mécénat qui sont souvent un peu éparses sur plusieurs directions, plusieurs filiales, plusieurs entités différentes du groupe. Donc elle rassemble sur une seule structure pour donner de la lisibilité. Et finalement, elles vont trouver un objet social à la structure de fondation d'entreprise qui fait que la marque, qui fait que la ligne directrice va être beaucoup plus visible. Et c'est ça véritablement qui fonde l'intérêt et le levier. Alors je voudrais profiter de cette tribune pour balayer une idée reçue, qui est une fausse idée. Beaucoup de personnes nous disent mais finalement c'est l'intérêt fiscal, c'est parce qu'elles peuvent déduire. C'est faux. C'est faux parce qu'on a interrogé à la fois des fondateurs, on a interrogé les structures elles-mêmes, on a regardé au niveau des chiffres de Bercy, le levier fiscal n'est jamais oublié. Il arrive dans les dernières justifications. On a même des exemples concrets dans lesquels le fondateur ne demande même pas le reçu fiscal qui lui permet de déduire. Soit parce qu'il a atteint les plafonds, soit parce que c'est tellement peu le moteur de sa décision qu'on est vraiment sur du financement de l'intérêt général, sur de la dynamique de gestion des salariés, sur la dynamique de gestion de ce temps-là, et finalement le levier fiscal arrive souvent en dernier lieu. Alors il y a un mouvement qui est en train de surgir en France, assez récent, qui est l'intégration du mécénat dans les politiques des collectivités territoriales. Je n'apprendrai rien à nos auditeurs en leur disant qu'évidemment, dans un moment où on est de basse eau dans les subventions publiques et où les budgets se resserrent de plus en plus, les collectivités territoriales sont obligées de trouver de nouveaux leviers de financement, un peu novateurs, un peu innovants, pour irriguer le territoire. Et on s'aperçoit depuis quelques années la prise en compte au niveau des politiques d'animation du territoire d'un certain nombre d'outils, notamment du mécénat. Les collectivités territoriales vont se tourner vers les mécènes privés, principalement les entreprises, mais pas seulement les entreprises, pour dire voilà, nous avons des projets à financer dans la zone géographique, dans le territoire qui vous occupe. Le territoire, ça peut être le territoire d'une commune, d'une communauté d'agglomération, d'un département, d'une région, voire d'un pays. Et ces collectivités vont faire monter en puissance le mécénat privé et souvent l'organiser autour d'outils, et on a vu apparaître ce qu'on appelle désormais les fondations territoriales. Alors ce n'est pas un type particulier de fondation, mais c'est des fondations qui sont créées souvent à l'initiative du public, du secteur public, qui n'est d'ailleurs pas forcément fondateur de la structure, mais qui va mettre autour d'un projet, sur le territoire, des opérateurs privés pour venir le financer. Et nous avons, il y a quelques jours, profité du forum pour sortir le premier panorama du mécénat dédié aux initiatives de collectivités territoriales sur le territoire, que nous avons mené avec notre partenaire Excel, qui est cette société de conseil en levée de fonds. Et nous avons toute une série d'enseignements extrêmement intéressants. 37% des Français savent que les collectivités territoriales peuvent lever des fonds ou qu'ils peuvent contribuer à la levée de fonds pour des projets sur le territoire. 37%. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le pourcentage restant. C'est-à-dire qu'on a plus de 2 Français sur 3 qui ignorent qu'ils peuvent soit donner directement à une collectivité territoriale pour faire du mécénat, soit qu'ils peuvent participer à cette création. À l'inverse des fondations et des fonds de dotation créés à l'initiative des entreprises, là, quand on regarde les champs finalement d'action de ces fondations territoriales, elles servent à quoi, elles financent quoi? La culture et le patrimoine arrivent en premier. Ce qui n'est pas étonnant quand vous êtes à la tête d'une région, d'un département, d'une comité d'agglomération, souvent le patrimoine est la chose que vous voulez financer. Le patrimoine, ça peut être un domaine architectural que vous voulez conserver, un château, une demeure historique. Ça peut être un patrimoine artistique, type un tableau que vous voulez conserver ou une œuvre d'art que vous voulez acquérir au niveau du territoire. Autre chiffre extrêmement intéressant, quand on interroge et quand on a interrogé via OpinionWay nos concitoyens, c'est que vous êtes prêts à donner combien?
Le don médian envisagé, mais qui correspond souvent au don médian réel, 49 €. Alors on peut se dire c'est une petite somme, 49 € pour un citoyen, mais c'est intéressant de savoir que les citoyens sont prêts à donner environ, on va arrondir 50 € dans une initiative. Autre chiffre très intéressant en termes d'éducation générale des citoyens, quand les citoyens nous disent mais nous on n'est pas prêts à donner à une initiative qui est portée par une collectivité territoriale, on leur dit mais finalement pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le territoire, parce que vous ne connaissez pas l'action d'intérêt général qui va être financée. Finalement, nos concitoyens disent non, je ne compte pas financer parce que je finance déjà. On l'a très naturellement demandé, mais vous financez quoi et sous quel biais? Ils nous disent, mais je finance par le biais de l'impôt. Alors ça fait sourire tout le monde parce qu'on est tous redevables, ne serait-ce que de nos impôts locaux. Et donc là, on sent qu'il y a un challenge, un défi pour les collectivités territoriales qui essayent d'éduquer le citoyen pour dire que les impôts locaux financent certes les collectivités, mais sur d'autres programmes. Et que là, finalement, on est sur du financement d'intérêt général qui est un peu décalé, un peu différent. Et c'est probablement le défi majeur qu'ont les collectivités territoriales demain avec ces nouveaux outils, c'est arriver à financer l'intérêt général, mais de manière innovante et beaucoup plus révolutionnaire. Dans les projets innovants, le crowdfunding, qui est une technique, alors il faut se mettre aussi d'accord sur ce dont on parle. Le crowdfunding, c'est une technique de levée de fonds. Une technique de levée de fonds dématérialisée en utilisant aujourd'hui le web. Mais ce qui est intéressant, c'est allons un cran plus loin. Ce qui est intéressant, c'est de voir plutôt ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui en levée de fonds innovante, entre autres par le biais du web, mais pas seulement par le biais du web, ce qui est le financement participatif. Et derrière le crowdfunding se cache la notion de financement participatif, comme on l'a dans le secteur commercial avec ce qu'on appelle le crowdfunding equity, qui est le fait de faire venir des investisseurs. En fait, on est en train de réinventer des choses qu'on connaît depuis des années. Quand le mouvement des levées de fonds de Business Angel s'est créé dans les années 60-70, c'était le fait de faire venir des financeurs qui prennent des intérêts dans ce qu'on va appeler aujourd'hui des start-up et qui sont ces leviers de croissance. On découvre dans le secteur associatif ce que le monde commercial fait déjà depuis des années avec le financement participatif de start-up. Et on se dit finalement dans le secteur associatif, on est peut-être capable de faire la même chose. Vous avez dans le secteur associatif de véritables start-up, de véritables pépites. Vous avez aujourd'hui, qui sont en train de naître, les futures grandes associations ou fondations de demain. Et ces start-up associatives, il faut que nous les accompagnions. Il faut que nos concitoyens soient en mesure d'être intéressés par ces projets-là. Or aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, la levée de fonds est quand même le nerf de la guerre pour ces start-up associatives, qui sont ces pépites qui seront demain les grandes structures associatives, les grandes fondations associatives. Et le financement participatif est extrêmement intéressant pour cela, puisqu'on ne dit pas aux gens « soyez nos mécènes », c'est-à-dire finalement « donnez-nous de l'argent et puis on vous dira ce qu'on en fait ». Non, on est aujourd'hui sur une structuration un cran dessus. C'est venez en tant qu'investisseur mettre de l'argent dans notre start-up associative. Vous n'aurez pas un retour sur investissement comme un investisseur pourrait le faire un institutionnel dans le secteur commercial. Vous n'aurez pas de dividendes, vous n'aurez pas de part sociale, puisque ça n'existe pas, mais vous allez participer à cette levée de fonds et vous aurez accès à des services un peu innovants.